Mon fils a envoyé un message dans la discussion de groupe familial. Nous pensons qu'il est préférable que maman reste à l'écart pour le moment. Ma belle-fille a réagi avec un emoji pouce levé. J'ai répondu, compris. Je respecterai cela et me tiendrai à l'écart du paiement de l'hypothèque de la maison ainsi que des virements mensuels de 5000 $. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé d'appels désespérés. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment une femme de 72 ans qui a tout donné a fini par être expulsée de sa propre famille avec 16 mots et un emoji. Et comment cette même femme a décidé que c'en était assez. Tout a commencé il y a 15 ans. Quand Michael, mon fils aîné, est rentré à la maison avec Megan à son bras, les yeux brillants. « Maman, c'est elle », m'a-t-il dit. Et je l'ai cru. Je les ai accueillis à bras ouverts. J'ai préparé un dîner spécial. J'ai sorti les bons verres à vin. Megan a souri et m'a appelé maman Carole dès le premier jour. Elle m'a serré fort dans ses bras, a dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi chaleureux que moi, et j'ai bêtement fondu. Je pensais avoir gagné une fille. Je ne savais pas que j'avais signé un contrat à vie en tant que distributeur automatique familial. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Le mariage était magnifique. J'ai payé la robe de Megan, une robe en dentelle ivoire qui coûtait 3000 $. J'ai aussi payé les fleurs, le lieu, la moitié du traiteur. C'est juste que les parents de Megan ne peuvent pas beaucoup contribuer, a expliqué Michael. Tu comprends, maman? Tu comprends toujours. Et oui, j'ai toujours compris. J'ai toujours dit oui. J'ai toujours ouvert mon portefeuille parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Sacrifier, donner, soutenir, même quand personne ne vous soutient. 1 an plus tard, la question de la maison est arrivée. Maman, nous avons trouvé la maison parfaite, m'a dit Michael au téléphone. Sa voix était excitée, presque enfantine. Mais nous avons besoin d'aide pour la compte. Les banques veulent 20% et nous ne les avons tout simplement pas. Je venais de vendre l'appartement que mon mari et moi avions acheté quand nous étions jeunes. L'argent était là, économisé. C'était ma sécurité, mon pécule pour la vieillesse. Mais Michael était mon fils et Megan était enceinte. Ils allaient avoir un bébé. Mon premier petit enfant. Comment aurais-je pu dire non? Je leur ai donné 40 000 $ pour la compte. Toute ma réserve. Tout ce que j'avais économisé en 30 ans de mariage. On te remboursera, maman. A promis Michael. Dès que nous serons sur pied, Megan m'a serré dans ses bras en pleurant. Tu es un ange, maman Carole. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Je me sentais bien, utile, nécessaire. Je ne savais pas que je venais d'acheter mon propre billet pour l'enfer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 mois plus tard, Michael est revenu. Maman, l'hypothèque est plus élevée que ce que nous pensions. Avec le bébé en route et toutes les dépenses, nous ne pouvons pas nous en sortir. Pourrais-tu nous aider juste pour les premiers mois? Juste jusqu'à ce que Megan retourne au travail après la naissance du bébé. Je travaillais comme comptable indépendante. Je gagnais bien ma vie. Je n'étais pas riche, mais j'étais à l'aise. Et c'était mes enfants, mon sang, mon avenir. J'ai accepté de payer 1200 $ par mois pour l'hypothèque. Juste pour les premiers mois, j'ai répété. Michael a hoché la tête. Juste les premiers mois, maman. Les premiers mois se sont transformés en années. 5 ans à payer l'hypothèque d'une maison où je ne vivais pas, où j'étais à peine invité, où il y avait toujours une excuse pour que je vienne un autre jour. Oh, le bébé est malade. Nous avons des projets. Megan a besoin de se reposer, mais quand ils avaient besoin d'argent, j'étais là. Toujours disponible, toujours prête, toujours la sauveuse. Et puis il y avait Suzanne, ma fille cadette, mariée à Steven. Ils avaient aussi besoin d'aide. La cuisine était vieille, 3000 $ pour la rénover. Steven voulait suivre un bootcamp de programmation, 2500 $. Les enfants avaient besoin de soutien scolaire, 500 $ par mois. Maman, peux-tu nous aider? Disait Suzanne. On te remboursera dès que les choses iront mieux. Les choses ne se sont jamais améliorées. Les demandes n'ont jamais cessé. Et je n'ai jamais dit non. Jusqu'au jour où, je me suis vu dans le miroir, 72 ans, fatigué,
avec des rides que je n'avais pas il y a 5 ans, avec un corps qui souffrait de tant travailler pour soutenir la vie des autres. Et je me suis demandé, quand est-ce que quelqu'un m'a demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que j'ai eu un câlin qui n'était pas suivi d'une demande? Quand ai-je cessé d'être Carole pour devenir juste maman le distributeur automatique? J'ai décidé de parler. C'était en juillet. Il faisait chaud. Nous étions chez moi. Michael, Megan, Suzanne, Steven et les petits-enfants. Un dîner de famille. J'avais tout cuisiné comme toujours. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre, tarte aux pommes. J'ai versé le vin. J'ai attendu le bon moment. Les enfants, ai-je dit doucement. Je dois vous parler de quelque chose d'important. Tout le monde m'a regardé, Michael avec un sourcil levé. Megan avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Je pense qu'il est temps pour vous de commencer à devenir plus indépendants financièrement. Vous avez tous les deux de bons emplois. Vous êtes stables depuis des années. Peut-être qu'il est temps pour moi de prendre un peu de recul. Le silence était brutal, comme si j'avais avoué un crime. Michael a posé son verre sur la table avec un bruit sourd. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Son ton était froid, accusateur. Ça veut dire que je dois aussi penser à mon avenir, ai-je répondu. J'ai 72 ans. Je ne vais pas travailler éternellement, et vous n'êtes plus des enfants. Vous pouvez gérer ça par vous-même. Megan a laissé échapper un rire court et amer. Alors maintenant tu es fatigué de nous aider après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis figé. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Quand? Où? Suzanne est intervenue. Maman, tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous avons des dépenses, des obligations. Nous comptons sur toi. Comptez sur moi. Cette phrase. Comme si j'étais un service public, une application, une ressource renouvelable. Je n'ai pas dit que je vous coupais les vivres, ai-je expliqué. Je dis juste que nous devons faire un plan pour que vous deveniez autonome. Steven a secoué la tête. C'est très égoïste de ta part, Carole. Égoïste. Ce mot a atterri comme une pierre dans mon estomac. 15 ans à tout donner, à tout sacrifier, et maintenant j'étais égoïste de vouloir respirer. Michael s'est levé de table. Je pense que tu changes, maman. Tu n'es plus la même. Megan a hoché la tête. C'est vrai. Tu deviens amère, négative. Ce n'est pas sain. Le dîner s'est terminé dans la tension. Ils sont partis tôt sans aider à nettoyer, sans un adieu convenable. Je suis resté seul, entouré de vaisselle sale et d'un silence qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis retourné et retourné, me demandant si j'avais mal agi, si j'étais vraiment en train de devenir égoïste, si c'était mon devoir de continuer à donner jusqu'à ce que je sois vide. Les jours suivants ont été étranges. Michael ne répondait pas à mes appels. Suzanne répondait par de courts textos froids. Je suis occupé, maman. On se parle plus tard, comme si j'étais une nuisance. Comme si demander un peu de considération avait fait de moi l'ennemi. J'ai essayé d'expliquer. J'ai envoyé de longs messages. J'ai appelé. J'ai insisté. Rien n'a fonctionné. La glace entre nous s'épaississait chaque jour. Et j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec mes enfants. La peur. La peur de les perdre. La peur d'être seul. La peur que mon honnêteté ait brisé quelque chose d'irréparable. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Megan. Maman Carole, nous devons parler. Sa voix était sérieuse, formelle, comme si elle était en réunion d'affaires. Bien sûr, dis-moi, ai-je répondu. Mon cœur battait la chamade. Peut-être qu'ils avaient réfléchi. Peut-être qu'ils comprenaient mon point de vue. Michael et moi avons parlé. Nous pensons que tu as été très négative dernièrement. Tes commentaires sur l'argent nous ont fait nous sentir mal, comme si tout ce que tu faisais pour nous était un fardeau. J'ai serré le téléphone. Megan, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste demandé qu'on pense à l'avenir. Elle a soupiré. Ce soupir condescendant que les gens utilisent quand ils pensent avoir raison. Le problème, c'est ton énergie, maman Carole.
Les enfants la ressentent. Nous la ressentons. Nous ne voulons pas de cette négativité autour de notre famille. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Négativité. Énergie toxique. Ces mots modernes que les gens utilisent pour étiqueter quiconque est gênant. Moi qui avais donné 15 ans de ma vie. Moi qui avais sacrifié mes économies, mes rêves, ma tranquillité d'esprit. Maintenant, j'étais la toxique, la négative, celle dont on ne voulait pas. 2 jours plus tard, ça a empiré. Suzanne m'a invité à prendre un café. Je pensais que c'était une offre de paix. Je suis arrivé au café pleine d'espoir. Elle était déjà assise là, téléphone à la main. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis assise. « Salut chérie », ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Maman, ça va être rapide parce que j'ai une réunion. » Nous avons commandé un café. Elle est restée sur son téléphone, à envoyer des textos, à m'ignorer. « Suzanne, tout va bien ?» Elle m'a finalement regardé. « Maman, Michael m'a dit ce que tu as dit, et honnêtement, je trouve ça incroyable après tout ce que nous avons fait pour toi. » La voilà à nouveau. Cette phrase. « Qu'avez-vous fait pour moi ?» ai-je demandé. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre quelle partie de cette équation me manquait. Suzanne a froncé les sourcils. « Maman, nous te tenons compagnie. Nous te rendons visite. Nous t'incluons dans nos vies. N'est-ce pas suffisant ? Compagnie. Visite. Inclusion. Comme si c'était des faveurs. Comme si me permettre d'être dans leur vie était un cadeau dont je devais être reconnaissante à genoux. Chérie, je n'ai pas demandé à être un fardeau. Je vous ai juste demandé d'être un peu plus indépendant. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas une question d'indépendance, maman. C'est que tu changes. Tu deviens difficile, égoïste, et franchement, je ne sais pas si nous voulons cette version de toi dans nos vies. » Je me suis levé de table. Je n'ai pas bu mon café. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis sorti de cet endroit avec la dignité qu'il me restait. Je suis allé à ma voiture. Je me suis assise. J'ai fermé la porte. Et là, seul, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré pour les années perdues. Pour l'argent qui ne reviendrait jamais, pour l'amour que j'ai donné sans mesure, et qui m'était maintenant reproché comme une dette. J'ai pleuré parce que j'avais enfin compris quelque chose. Pour eux, je n'ai jamais été maman. J'étais une ressource, une solution, un compte en banque avec des sentiments. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond, pensant, calculant, me souvenant de chaque virement, de chaque sacrifice. Chaque fois que j'ai dit oui quand je voulais dire non, et quelque chose en moi s'est durci, comme du métal qui refroidit, comme du ciment qui sèche. Je ne ressentais plus de tristesse. Je ressentais de la clarté, une clarté froide et parfaite qui me montrait la vérité sans aucun filtre. Il m'avait utilisé pendant 15 ans. Et maintenant que j'osais fixer une limite, je devenais le problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma banque en ligne. J'ai regardé les virements automatiques. 1200 $ par mois sur le compte de Michael pour l'hypothèque. 5000 $ par mois répartis entre les 2 enfants pour les urgences, les paiements de cours, les charges, les extras. Tout était là, tout documenté, tout parfaitement traçable. J'ai sorti un carnet. J'ai commencé à additionner. Les chiffres ont grandi et grandi et grandi. En 15 ans, j'avais viré plus de 200 000 $. 200 000 $ de mon travail, de mon effort, de mon avenir. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. S'il voulait de l'espace, il l'aurait. Mais l'espace allait être réel, complet. Sans mon argent, sans mon aide, sans ma présence en tant que distributeur automatique, ils allaient avoir tout l'espace du monde, et j'allais récupérer ma vie. Le lendemain, j'ai appelé la banque. Bonjour. J'ai besoin d'annuler quelques virements automatiques. L'opérateur était poli, efficace. En 10 minutes, tous les virements ont été arrêtés. Puis j'ai appelé la banque où Michael avait son hypothèque. J'étais co-signataire. Mon nom était sur ses papiers.
Je veux être retiré en tant que co-signataire sur ce prêt. Ils m'ont expliqué le processus. Ce n'était pas immédiat, mais c'était possible. J'ai commencé la paperasse. J'ai signé les documents. J'ai envoyé les emails. Ensuite, j'ai vérifié les cartes de crédit. Il y a des années, j'avais donné à Michael et Suzanne des cartes d'utilisateurs autorisées sur mon compte, pour les urgences, avais-je dit. Comme ça, vous ne serez jamais sans rien. Ces cartes étaient utilisées tous les mois. Restaurant, vêtements, essence, des choses qui n'étaient certainement pas des urgences. J'ai de nouveau appelé la banque. Je veux annuler les cartes d'utilisateurs autorisées sur mon compte, l'opérateur a tapé. Les deux? Les deux? Ai-je confirmé? Clic. Clic. Annuler. Enfin, le compte joint. J'avais un compte d'épargne joint avec Michael que nous avions ouvert quand il a acheté la maison. Juste au cas où tu aurais besoin d'un accès rapide à des fonds, maman, avait-il dit, mais la réalité était qu'il avait accès à mon argent toujours, sans demander. J'ai fermé ce compte. J'ai tout transféré sur un nouveau, à mon nom uniquement, sous mon contrôle uniquement. J'ai fait tout cela en silence, sans avertissement, sans drame, avec la même froideur qu'ils avaient utilisée pour me repousser. S'ils voulaient me traiter comme un service. Ils allaient apprendre que les services peuvent être annulés et ce jour-là, j'ai annulé mon abonnement à être utilisé. 3 jours ont passé, calmes, silencieux. Je me sentais étrange, légère, comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de marcher sans. J'ai bu du thé le matin sans me presser. J'ai lu un livre que je voulais lire depuis 2 ans. Je me suis promené dans le parc seul, en paix, sans attendre d'appel désespéré, sans être sur le qui-vive pour la prochaine crise fabriquée. Et puis le message est arrivé, le message qui allait tout changer. Michael a créé un nouveau groupe, un groupe de discussion familiale, mais je n'y étais pas. Je le savais parce que Suzanne, par accident, m'a transféré une capture d'écran. Le message disait, nous pensons qu'il est préférable que maman reste à l'écart pour le moment. Nous avons besoin d'espace en tant que famille pour guérir. Et en dessous de l'emoji, vert, brillant, le pouce levé de Megan, approuvant mon expulsion, célébrant mon absence. J'ai fixé cette capture d'écran pendant des minutes qui ont semblé des heures. Les lettres ne changeaient pas. Le pouce était toujours là, vert, approbateur, célébrant, comme si mon exclusion était un accomplissement familial. Comme si se débarrasser de moi était une cause de célébration. J'ai lu le message encore et encore, cherchant quelque chose, un doute, une fissure, un signe que quelqu'un avait dit non, que quelqu'un m'avait défendu, mais il n'y avait rien, seulement un silence complice, seulement ce pouce vert brillant sur mon visage comme une insulte finale. Suzanne m'avait envoyé la capture d'écran par erreur. C'était clair d'après le message qui est arrivé 30 secondes plus tard. Maman, désolé, ce n'était pas pour toi. S'il te plaît, oublie ça. Oublier. Comme si c'était si simple. Comme si je pouvais effacer l'image de mes propres enfants me jetant hors de leur vie. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste écrit. Compris. Je respecterai cela et me tiendrai à l'écart du paiement de l'hypothèque de la maison ainsi que des virements mensuels de $5000. Entrée. Envoyé au groupe d'origine. Le groupe où j'étais encore. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais les imaginer. Michael fixant son téléphone, les yeux écarquillés. Megan retenant son souffle. Suzanne relisant le message, essayant de comprendre si c'était réel. Steven demandant ce qui se passait. Tous sous le choc parce qu'aucun d'eux ne pensait que j'aurais le courage. Aucun d'eux ne croyait que la douce maman Carole pouvait riposter. Mais je venais de le faire. Et la morsure était profonde. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai laissé sur la table, face contre terre. Je ne voulais pas voir les réponses. Pas encore. J'avais besoin de ce moment, de ce silence, de ce calme avant la tempête que je savais arriver. Je me suis versé un verre de vin, chose que je faisais rarement. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le même où mon mari s'asseyait pour lire le journal tous les dimanches, et pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti quelque chose comme de la liberté, lourde, douloureuse, mais réelle. Le verre tremblait dans ma main, pas de peur. C'était de l'adrénaline.
C'était du pouvoir. C'était le sentiment d'avoir retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. Ma voix. Pendant tant d'années, j'avais parlé à voix basse, m'excusant d'exister, d'avoir besoin, de vouloir quelque chose pour moi. Et maintenant, j'avais crié en silence avec 19 mots qui valaient plus de 200 000 $. J'avais crié, je compte aussi. J'existe aussi. Et mon existence ne se réduit pas à ce que je peux donner. J'ai regardé le téléphone sombre. Je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'à tout moment les appels commenceraient, les messages, les supplications, les accusations. Mais pour l'instant, dans cet instant parfait, il n'y avait que le silence, et le silence était à moi. J'ai fini le vin lentement, savourant chaque gorgée, savourant chaque seconde de cette nouvelle version de moi que je commençais à peine à connaître. 2 heures plus tard, j'ai allumé le téléphone et c'était comme ouvrir une vanne. 23 appels manqués, 42 messages, des messages vocaux, de longs textos, des émojis désespérés, tous de Michael, de Megan, de Suzanne, de Steven, même un d'Amy, la sœur de Megan, qui ne m'avait jamais écrit auparavant. Tous voulant expliquer, tous voulant arranger ça, tous paniquant parce que le robinet à argent avait été fermé. J'ai commencé à lire. Michael d'abord. Maman, j'ai besoin que tu me parles. C'est un malentendu. S'il te plaît, appelle-moi. Puis Megan. Maman. Carole, tu ne peux pas faire ça. Nous avons des obligations. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Suzanne. Maman, s'il te plaît, comprends que ce message était une erreur. Il n'était pas censé être vu comme ça. Steven. Carole, c'est très impulsif. Tu dois bien réfléchir. Chaque message était un clou. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour leur trésorerie. Aucun d'eux n'a dit je suis désolé. Aucun d'eux ne m'a demandé comment je me sentais. Aucun d'eux n'a reconnu la douleur qu'il m'avait causée. Seulement la panique. Seulement la peur. Seulement le désespoir de quelqu'un qui regarde son confort s'effondrer. Et quelque chose en moi. Quelque chose qui gardait encore espoir est finalement mort. Comme une bougie qui s'éteint. Comme une lumière qui vacille et s'éteint. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai répondu avec un seul message au groupe familial d'origine. Ce n'est pas impulsif. C'est une décision mûrement réfléchie. Vous avez demandé de l'espace. Je vous le donne. Mais un véritable espace inclut l'indépendance financière. Je vous souhaite le meilleur. Point. Pas d'émoji. Pas de point d'exclamation, pas de drame, juste des faits. Froid, clair, non négociable. Le téléphone a commencé à sonner immédiatement. Michael, j'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Megan, refusé. Suzanne, refusé. Steven, refusé. Chaque appel rejeté était un acte d'amour-propre. Chaque silence que je choisissais était un cri de dignité. Je n'allais pas donner d'explication. Je n'allais pas me justifier. Je n'allais pas supplier pour une place dans leur vie. S'ils me voulaient dehors, je serais dehors, mais à mes propres conditions. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Je m'attendais à ne pas pouvoir dormir. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, des remords, mais rien de tout ça n'est venu. Juste un profond épuisement, le genre de fatigue qui vient après avoir porté quelque chose de lourd pendant trop longtemps et l'avoir enfin lâché. J'ai dormi profondément, sans pilule, sans me retourner et me retourner. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi en paix. Je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait par la fenêtre. Il était 8 heures du matin. J'avais dormi 10 heures d'affilée, chose que je n'avais pas faite depuis avant la naissance de Michael. Je me suis étiré dans mon lit. Mon corps me faisait moins mal. Mon esprit était clair, brillant. J'ai vérifié le téléphone. 57 nouveaux messages. 13 appels de plus. Même un message audio de 20 minutes de Michael. Je n'ai rien ouvert. Je suis juste allé à la cuisine. J'ai fait du café, du pain grillé avec du beurre. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai pris mon petit déjeuner seul, tranquille, entière.
Le téléphone a continué à sonner toute la journée. Mais j'avais découvert quelque chose de merveilleux. Le bouton silence, chaque fois qu'il vibrait, je continuais ma vie. J'ai arrosé les plantes. J'ai nettoyé la maison. J'ai organisé mon placard. J'ai trouvé des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années parce que j'étais toujours trop fatiguée, trop inquiète, trop occupée à résoudre les crises des autres. J'ai essayé une robe couleur corail que j'avais achetée il y a 3 ans et que je n'avais jamais portée. Elle m'allait parfaitement. Je me suis regardé dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que j'ai vu. Au 3e jour, le téléphone a cessé de sonner autant. Les messages se sont espacés, mais ils ont changé de ton. Ce n'était plus la panique. Maintenant, c'était de la manipulation. Michael a écrit « Maman, les enfants demandent de tes nouvelles. Ils demandent pourquoi mamie ne les aime plus. » Suzanne a envoyé « Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça juste au moment où Steven traverse une période difficile au travail. » Megan a envoyé une photo de mes petits-enfants avec un texte « Ils ne comprennent pas pourquoi leur grand-mère les a abandonnés. » Chaque message était un hameçon. Chaque mot calculé pour me faire sentir coupable, pour me faire revenir, pour me faire ouvrir à nouveau mon portefeuille. Mais quelque chose avait changé en moi. Je pouvais voir les ficelles, les fils invisibles qu'ils avaient toujours utilisés pour me manipuler comme une marionnette. Et maintenant que je les voyais, ils ne fonctionnaient plus. J'ai lu chaque message avec distance, avec froideur, comme s'ils étaient adressés à quelqu'un d'autre. Parce que d'une certaine manière, ils l'étaient. Ces messages cherchaient l'ancienne Carole, celle qui cédait. Celle qui se blâmait, celle qui revenait toujours. Mais cette Carole était morte. Et à sa place, quelqu'un de nouveau était né, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait enfin appris que l'amour ne se mesure pas en dollars transférés. Le 4e jour, l'appel que je savais arriver est arrivé. Ce n'était pas Michael ou Suzanne. C'était Margaret, ma sœur aînée. La seule famille qu'il me restait de ma génération. J'ai répondu parce qu'avec elle, ça avait toujours été différent. « Carole, que se passe-t-il » a-t-elle demandé de sa voix douce. Pas de jugement, juste une curiosité sincère. Je lui ai tout raconté depuis le début. Chaque virement, chaque sacrifice, chaque humiliation, le message du groupe de discussion, le pouce vert, ma réponse, ma décision. Elle a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. « Tu sais ce que je pense » a-t-elle finalement dit. « Je pense qu'il t'a fallu 15 ans de trop pour faire la bonne chose. » Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue. Parce qu'elle avait raison. 15 ans à être un distributeur automatique émotionnel. 15 ans à croire que donner jusqu'à ce que je sois vide était de l'amour. 15 ans à confondre sacrifice et estime de soi. « Carole, écoute-moi » a continué Margaret, « ce que tu as fait n'était pas de la cruauté. C'était de la justice. Et s'ils ne peuvent pas le voir, c'est parce qu'ils ne t'ont jamais vu. Ils n'ont vu que ce que tu pouvais leur donner. » Nous avons raccroché une demi-heure plus tard. Je pleurais, mais pas de tristesse. C'était du soulagement. C'était de la validation. C'était la confirmation que je n'étais pas folle, que je n'étais pas le monstre qu'il voulait faire de moi. Cette nuit-là, je me suis assise avec tous les relevés bancaires des 15 dernières années. Je les avais gardés. Tous. Chaque virement, chaque paiement, chaque reçu. Je les ai imprimés. Je les ai organisés par année, par enfant, par catégorie. Quand j'ai eu fini, j'avais une pile de papier de 8 pouces de haut, 8 pouces de preuves, de sacrifices, d'amour non partagé. Je les ai regardés et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de la honte. C'était de la clarté. La clarté de voir sa vie résumée en chiffres, de comprendre exactement ce qu'on valait pour les autres en termes monétaires. J'ai pris un nouveau dossier. Gris. J'ai mis tous les documents à l'intérieur. Je les ai organisés avec des onglets. Michael, Suzanne, dépenses communes, extra, tout parfaitement documenté, comme si je préparais un dossier juridique. Et d'une certaine manière, c'était le cas, non pas pour un juge, mais pour moi-même, pour avoir la preuve tangible que je n'exagérais pas, que ce n'était pas mon imagination, que j'avais vraiment tout donné. Et il l'avait vraiment pris sans une seconde pensée. Le 5e jour, Michael s'est présenté à ma porte sans prévenir.
Il a sonné avec insistance. 3 fois, 4, 5. J'ai regardé par le Judas. Il était seul. Pas de Mégane, pas d'enfant, juste lui, les mains dans les poches, et cette expression que je connaissais si bien. La même qu'il avait enfant quand il cassait quelque chose et essayait de le réparer avant que je ne le découvre. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés. Le silence entre nous pesait une tonne. « Maman, nous devons parler » a-t-il dit. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. « Entre » ai-je répondu. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne lui ai pas offert de café. Je l'ai juste laissé passer. Nous nous sommes assis dans le salon. Lui sur le canapé, moi dans le fauteuil en face de lui, comme deux étrangers en négociation, comme deux personnes qui étaient autrefois tout l'un pour l'autre et qui se reconnaissaient à peine maintenant. « Maman, ça a dérapé » a-t-il commencé. « Nous ne voulions pas te faire de mal. » Ce message était une erreur. Mégane était contrariée. J'étais frustré. Mais nous ne le pensions pas. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux qui étaient la première chose que j'ai vue à sa naissance, qui m'avaient regardé avec adoration quand il était garçon, qui avaient cessé de me voir à un moment que je ne peux pas situer. Vous ne le pensiez pas, ai-je répété. Michael, tu m'as exclu d'un groupe de discussion familiale. Tu m'as dit de prendre du recul et ta femme l'a célébré avec un emoji. Quelle partie de cela ne pensiez-vous pas? Il s'est agité mal à l'aise. C'est juste que tu as commencé tout ça avec cette histoire de ne plus nous aider. Tu nous as fait sentir comme si nous étions un fardeau pour toi. La voilà, l'inversion parfaite. La victime transformée en méchante. Michael, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. En 15 ans, je vous ai donné plus de 200 000 $. J'ai payé votre hypothèque pendant 5 ans. J'ai viré 5 000 $ par mois. J'ai couvert des urgences qui n'étaient pas des urgences. Et quand j'ai demandé un peu d'indépendance de votre part, je suis devenue la méchante. Ne vois-tu pas quelque chose qui ne va pas là-dedans? Il a secoué la tête. Ce n'est pas seulement l'argent, maman. C'est que tu as changé. Tu es devenue différente, plus froide, plus distante. J'ai ri. Un rire court et amer qui s'est échappé sans permission. Je suis devenue différente parce que j'en ai eu marre, mon fils. J'en ai eu marre de donner et de donner et de donner sans même un merci sincère. J'en ai eu marre d'être vu comme une solution au lieu d'une personne. J'en ai eu marre d'exister seulement pour servir. Michael s'est penché en avant, les mains jointes. Maman, je comprends que tu sois contrariée, mais tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous avons des obligations. L'hypothèque, les dépenses des enfants. Les choses ne fonctionnent pas sans ton aide. Et voilà, la vérité nue. Brutale, honnête. Il n'était pas là parce que je lui manquais. Il n'était pas là parce qu'il se souciait de ma douleur. Il était là parce que son monde financier s'effondrait. Parce que sans moi, les chiffres ne collaient pas. Parce qu'il avait besoin de moi. Mais pas comme une mère, comme une banque. Michael, ai-je dit en me levant. Vous êtes des adultes avec des emplois, des revenus. Si vous ne pouvez pas payer votre hypothèque sans moi, alors vous avez acheté une maison que vous ne pouviez pas vous permettre. Et ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Il s'est levé aussi, le visage rouge. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas juste nous laisser comme ça? Tes propres enfants, tes petits-enfants? Je suis allé à la porte. Je l'ai ouverte. Je ne vous quitte pas, Michael. Je vous libère. Et je me libère moi-même. Vous allez apprendre à vous tenir sur vos 2 pieds. Et je vais apprendre à vivre sans porter les mondes des autres sur mon dos. Il m'a regardé avec incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que sa mère, sa douce mère soumise, lui disait non. Ce n'est pas fini, a-t-il dit en sortant. Mégane est furieuse. Suzanne aussi. Nous allons devoir parler en famille. J'ai fermé la porte derrière lui. Je me suis appuyé contre le bois. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Mais je l'avais fait. J'avais dit non à mon fils. Et j'avais survécu. Le toit n'est pas tombé. Le monde ne s'est pas arrêté. Il a juste changé. Et ce changement, bien que terrifiant, semblait juste.
C'était comme respirer après avoir été sous l'eau pendant trop longtemps. Cette nuit-là, Suzanne est venue aussi. Plus tard, vers 21h, elle a frappé doucement, presque timidement. J'ai ouvert la porte, espérant quelque chose de différent, espérant que peut-être elle, ma fille cadette, comprendrait. Mais ses premiers mots ont été clairs. Maman, Michael m'a dit ce qui s'est passé. C'est insensé. Tu ne peux pas nous faire ça. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises dans la cuisine. J'ai fait du thé. Elle ne l'a pas touché. Juste joué avec la tasse, la tournant dans ses mains. Maman, je sais que tu es contrariée, mais pense aux enfants. Ce que cela signifie pour eux. Les enfants. Toujours. Les enfants. Le bouclier parfait. La carte qui ne manque jamais. Suzanne, ai-je dit, j'aime mes petits-enfants. Mais vous êtes leurs parents. Vous êtes responsable de subvenir à leurs besoins, pas moi. J'ai déjà élevé mes enfants. J'ai fait ma part et je l'ai bien faite. Maintenant, c'est votre tour. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux. Et nous? Nous ne comptons pas? 15 ans de relation ne signifient rien. Je me suis penché sur la table. Suzanne, dis-moi quelque chose. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour me demander comment j'allais? Pas pour demander de l'argent. Pas pour me demander de garder les enfants, juste pour parler. Quand? Son silence était la réponse. Elle a baissé les yeux, a dégluti difficilement. Maman, ce n'est pas juste. Tu sais que nous sommes occupés. Que la vie est compliquée. Je me suis levé. Exactement, ma chérie. La vie est compliquée pour tout le monde, y compris pour moi. Mais personne ne m'a jamais demandé si j'étais occupé aussi. Si j'étais fatigué aussi. Si j'avais besoin d'aide aussi. Vous avez tous simplement supposé que maman serait toujours là. Portefeuille ouvert, bras ouverts. Peu importe quoi. Suzanne s'est levée aussi. C'est cruel, maman. Vraiment cruel. J'ai regardé ma fille, mon bébé, celle qui me serrait dans ses bras tous les soirs avant de dormir. Celle qui me disait que j'étais son héros. Et maintenant, elle me traitait de cruel pour avoir refusé d'être utilisée davantage. Sais-tu ce qui est cruel, Suzanne, ai-je dit, la voix tremblante. Cruel, c'est de réaliser que tes enfants ne te cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Cruel, c'est de voir un pouce levé vert, célébrant ton exclusion. Cruel, c'est de travailler jusqu'à 72 ans pour soutenir des vies qui ne sont pas les tiennes alors que ta propre vie est consumée. C'est ça qui est cruel. Elle a attrapé son sac à main. Je ne vais plus écouter ça. Quand tu te seras calmé, on parlera. Elle est partie en claquant la porte, et je suis resté là, debout dans ma cuisine, entouré d'un silence qui ne me faisait plus peur. Les jours suivants ont été un étrange mélange de paix et de tempête. Paix parce que j'avais enfin fixé des limites. Tempête parce que les conséquences arrivaient par vagues. Megan m'a envoyé un long message plein d'accusations. Elle a dit que je détruisais sa famille, que les enfants pleuraient après moi, que Michael ne pouvait pas dormir en pensant à comment ils allaient payer les factures, que tout était de ma faute parce que j'étais égoïste dans ma vieillesse. J'ai lu chaque mot sans m'énerver. C'était comme lire le scénario d'une pièce que je connaissais déjà, les mêmes manipulations, les mêmes tentatives de me faire sentir coupable, mais elles ne fonctionnaient plus. Steven a aussi écrit, plus direct que les autres. Carole, c'est une erreur. Les familles se soutiennent toujours. Je ne comprends pas comment tu peux tourner le dos à tes enfants comme ça. Ma mère ne nous ferait jamais ça. Sa mère, celle qui ne les avait jamais aidés avec quoi que ce soit, celle qui vivait sa vie sans porter les responsabilités de ses enfants adultes. J'ai répondu pour la première fois depuis des jours. Steven, ta mère a raison. Les enfants adultes devraient être autonomes. Peut-être qu'il est temps pour toi et Suzanne d'apprendre ça. Il n'a pas répondu, mais il m'a bloqué. Et honnêtement, c'était un soulagement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était d'Arthur, mon voisin depuis 20 ans, un veuf comme moi. Toujours gentil, toujours respectueux. Carole, a-t-il dit, pardonne-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué que tu es beaucoup seul ces derniers temps. Tout va bien? J'ai été surprise par son appel. Pendant des années,
nous nous étions seulement salués de loin. C'est une longue histoire, Arthur, ai-je répondu. J'ai le temps, a-t-il dit. Et quelque chose dans sa voix m'a fait lui faire confiance. Je lui ai dit, pas tout, mais assez. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. Carole, tu as bien fait. Et je te le dis parce que j'ai fait l'erreur inverse. J'ai laissé mon fils me vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il est mort il y a 3 ans et il m'a laissé avec des dettes et des regrets. Ne fais pas mon erreur. Ces mots sont restés avec moi. Dettes et regrets, les deux choses que j'évitais. Arthur m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du parc. Nous avons parlé pendant 2 heures de la vie, des enfants, de la façon dont l'amour nous aveugle parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il m'a dit qu'il avait tout donné aussi, qu'il avait été utilisé aussi. Qu'il avait aussi appris tard dans la vie que donner sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction. Et tu ne le regrettes pas, ai-je demandé. Fixer des limites? Non, a-t-il répondu. Je regrette de ne pas les avoir fixées plus tôt. J'ai quitté ce café en me sentant moins seule, moins folle, moins monstrueuse parce qu'Arthur m'avait vu. Non pas comme un distributeur automatique, non pas comme une ressource, mais comme une personne qui avait pris une décision difficile et nécessaire. Nous sommes rentrés ensemble chez moi. Il m'a dit au revoir avec une étreinte. La première étreinte sincère que j'avais reçue depuis des mois, une étreinte qui ne demandait rien, qui ne faisait que donner. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais été si occupé à donner que j'avais oublié ce que c'était que de recevoir. 2 semaines après ma décision, la réunion de famille est arrivée. Michael l'a organisée. Il m'a envoyé un message formel, presque comme une convocation légale. Maman, nous devons parler tous ensemble. Samedi à 16 h chez toi. C'est important. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste répondu, d'accord. J'ai passé les jours précédents à me préparer. Pas émotionnellement. C'était déjà réglé. Je me suis préparé avec des preuves. J'ai sorti le dossier gris. J'ai relu chaque document, chaque reçu, chaque virement. S'ils voulaient une réunion de famille, ils en auraient une. Mais à mes conditions, samedi est arrivé à 16 h précises. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Ils étaient tous là. Michael et Meghan, Suzanne et Steven, même Amy, la sœur de Meghan, qui n'était jamais venue chez moi. Un public complet. Ils sont entrés en silence. Ils se sont assis dans le salon, tout le monde me regardant comme si j'étais l'accusé et qu'ils étaient le jury. Michael a parlé le premier. Maman, cette situation est devenue insoutenable. Meghan et moi avons parlé avec Suzanne et Steven, et nous pensons que tu dois comprendre les dégâts que tu causes. Dégâts, ce mot, comme si j'étais la destructrice. Comme si 15 ans de sacrifice ne comptaient pour rien. Continue, ai-je dit. Ma voix était calme. Mes mains étaient sur mes genoux. Pas de tremblement, pas de peur. Meghan a pris la parole. Carole, nous comprenons que tu sois contrariée. Mais une famille ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas tout couper parce que tu as eu une mauvaise journée. Les enfants demandent de tes nouvelles. Ils veulent leur grand-mère, mais tu leur tournes le dos. Les enfants encore. Le bouclier parfait. Puis-je parler maintenant? Ai-je demandé. Ils ont tous hoché la tête comme s'ils me donnaient la permission dans ma propre maison. Je me suis levé. Je suis allé dans ma chambre. J'ai pris le dossier gris. Je suis retourné au salon. Je l'ai posé sur la table basse avec un son doux mais ferme. Qu'est-ce que c'est? A demandé Suzanne. Ça, ai-je répondu en ouvrant le dossier. C'est chaque virement que j'ai fait en 15 ans. Chaque paiement, chaque aide, chaque urgence, tout documenté, tout prouvé, tout est là. J'ai sorti les papiers. Je les ai étalés dans l'ordre sur la table, comme des cartes de poker, comme des preuves dans un procès. Michael, ai-je dit en le regardant directement. Voici le reçu des 40 000 $ que je t'ai donné pour la compte de ta maison. Voici les paiements mensuels de 1200 $ pendant 5 ans. Ça fait 72 000 $. Voici les virements mensuels de 2500 $.
180 000 $ en 6 ans. J'ai pris d'autres papiers. Suzanne, voici le paiement pour la rénovation de ta cuisine, 3 000 $. Le bootcamp de Steven, 2500 $. Le soutien scolaire des enfants, 36 000 $ accumulés. J'ai continué à sortir des papiers. Chacun était un coup de poignard de vérité. Dépenses supplémentaires. Anniversaire, Noël, urgence médicale qui n'était pas si urgente, 37 000 $ de plus. Je les ai tous regardés un par un. Au total, en 15 ans, je vous ai donné 243 000 $, et ça ne compte pas les repas que j'ai payés, les cadeaux, les fois où j'ai gardé les enfants gratuitement pendant que vous partiez en vacances, les heures de ma vie que j'ai données sans rien attendre en retour. Le silence était épais, lourd. Personne ne me regardait dans les yeux. Ils ne regardaient que les papiers, les preuves de leur dépendance. Et quand j'ai demandé un peu d'indépendance de votre part, ai-je continué. Vous m'avez traité d'égoïste, de négative, de toxique. Vous m'avez exclu d'un groupe de discussion et vous m'avez demandé de prendre du recul. J'ai fermé le dossier. Eh bien, me voilà en train de prendre du recul, comme vous l'avez demandé, mais avec mon argent. Parce qu'il s'avère que l'espace que vous vouliez incluait mon absence, mais il n'incluait pas l'absence de mon portefeuille. Et ça, c'est fini. Michael a essayé de parler. Maman, nous n'avons jamais. Je l'ai interrompu. Chose que je n'avais jamais faite. Si, Michael, vous l'avez fait. Et maintenant, vous allez apprendre à vivre sans m'utiliser. Megan s'est levée. Son visage était rouge. Ses yeux remplis de larmes qui ne m'ont pas ému. C'est ridicule. Tu es notre mère. Tu es censé nous aider. C'est à ça que servent les mères. J'ai ri. Un vrai rire libérateur. Non, Megan. Les mères servent à élever leurs enfants. À leur apprendre, à les aimer, pas à les soutenir toute leur vie. Ça s'appelle du parasitisme. Et je ne serai plus l'hôte. Suzanne pleurait silencieusement. Steven fixait le sol. Amy, la sœur de Megan, me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect, comme si elle comprenait enfin. Michael s'est levé. Ses poings étaient serrés, non pas de violence, mais d'impuissance. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Comment allons-nous payer l'hypothèque, les écoles des enfants, tout? Je l'ai regardé sans ciller. Vous allez faire ce que des millions de personnes dans le monde font, Michael. Vous allez travailler. Vous allez ajuster votre budget. Vous allez prioriser. Vous allez vivre selon vos moyens comme des adultes responsables. Megan a laissé échapper un rire hystérique. Vivre selon nos moyens. Sais-tu combien tout coûte de nos jours? Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous survivions sans aide. Je me suis approché d'elle lentement avec tout le calme que j'avais accumulé ces dernières semaines. Megan, vous avez tous les deux des emplois. De bons emplois. Vous gagnez assez pour vivre. Peut-être pas pour la maison que vous avez achetée. Peut-être pas pour les vacances que vous prenez chaque année. Peut-être pas pour manger au restaurant 3 fois par semaine, mais pour vivre. Oui. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Parce que c'est plus confortable de m'avoir pour payer. Ses joues brûlaient. Elle voulait répondre, mais les mots ne venaient pas parce qu'elle savait que j'avais raison. Ils le savaient tous. Suzanne a finalement parlé. Sa voix était brisée. Maman, je comprends ton point de vue. Vraiment. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que nous changions tout du jour au lendemain. Nous avons besoin de temps. D'un plan de transition. J'ai secoué la tête. Suzanne, j'ai été votre plan de transition pendant 15 ans. Combien de temps de plus as-tu besoin? Jusqu'à ce que je meure? Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Non, le temps est écoulé. La transition commence aujourd'hui. Steven est intervenu. Sa voix était dure. C'est de la vengeance, pure et simple. Parce que tes sentiments ont été blessés par un message texte. Je me suis tourné vers lui. Steven, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et si tu ne comprends pas la différence, c'est parce que tu n'as jamais eu à fixer de limites dans ta vie. Amy, qui était restée silencieuse tout ce temps, a pris la parole. Carole a raison.
Tout le monde la regardait, surpris. Meghan plus que tout le monde. Quoi, a demandé ma belle-fille. Tu as raison, Carole, a répété Amy. J'ai vu comment ma sœur et Michael dépendent de toi. Comment chaque mois il y a une nouvelle urgence. Comment chaque Noël ils s'attendent à ce que tu couvres tout. Et je t'ai vu devenir de plus en plus fatiguée, de plus en plus petite. Cela devait arriver. Et je suis contente que tu l'aies enfin fait. Meghan l'a fixé furieusement. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes ta famille. Amy a haussé les épaules. C'est exactement pour ça que je le dis. Parce que je vois comment vous vous noyez dans les dettes. Comment Michael travaille plus d'heures, mais l'argent ne suffit jamais parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et Carole a été le pansement. Mais les pansements ne durent pas éternellement. Ils tombent. Et quand ils le font, il faut bien recoudre la plaie, pas juste mettre un autre pansement. Ces mots ont atterri comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations. Malaise. Vérité que personne ne voulait entendre. Michael s'est dirigé vers la porte. C'est inutile. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sermonner. Nous sommes venus pour résoudre ça. Il s'est tourné vers moi. Maman, je te donne une semaine pour reconsidérer. Une semaine, après ça, tu devras vivre avec les conséquences d'avoir repoussé ta famille. Il a ouvert la porte. Meghan l'a suivi. Avant de partir, elle m'a regardé avec mépris. Les enfants vont grandir sans grand-mère. J'espère que ta fierté en vaut la peine. Et ils sont partis. Suzanne et Steven sont restés quelques secondes de plus. Ma fille m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, réfléchis-y. Ils sont partis aussi. Seule Amy est restée. Nous nous sommes regardés en silence. Elle a souri. Triste, mais sincère. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Il y a des années, quand j'ai vu comment tout ça commençait, mais j'ai pensé que ce n'était pas ma place, que c'était votre affaire. Elle s'est approchée et a pris ma main. Tu as bien fait, Carole, et je sais que ça fait mal, mais c'était nécessaire. J'ai serré sa main. Merci, ai-je murmuré. Parce que ce merci, cette reconnaissance, valait plus que tous les dollars que j'avais donnés. Amy est partie aussi. Et je suis resté seul dans ma maison, entouré de papiers qui prouvaient mon point de vue, et d'un silence qui ne me faisait plus peur. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Pas par regret, mais par adrénaline, par le soulagement d'avoir tout dit, d'avoir tout montré, de m'être enfin défendu. Je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai fait du thé. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de libération. J'ai pleuré pour toutes les années où je ne me suis pas défendu. Pour toutes les fois où j'ai avalé mes mots. Pour toutes les fois où j'ai dit oui quand je voulais crier non. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et quand le soleil s'est levé, je me suis sentie plus légère. Les jours suivants ont été un silence absolu. Personne n'a appelé, personne n'a écrit. C'était comme s'il m'avait effacé. Et étrangement, ça ne me dérangeait pas. Ça me donnait de l'espace pour penser, pour planifier, pour imaginer une vie qui ne tournait pas autour de la résolution des crises des autres. J'ai commencé à faire des choses que j'avais reportées depuis des années. Je me suis inscrite à un cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Je suis allé chez le médecin pour un bilan complet, chose que j'évitais parce que j'étais toujours occupé par les problèmes des autres. J'ai appelé des amis que j'avais négligés et j'ai découvert qu'ils étaient toujours là, à m'attendre. Arthur et moi avons commencé à prendre le café régulièrement, 2 fois par semaine. Parfois, nous parlions de choses profondes. D'autres fois, nous rions simplement de bêtises. Il m'a parlé de sa femme. Je lui ai parlé de mon mari. Nous avons partagé la douleur du veuvage et l'étrange liberté qui vient après. Ce n'était pas de la romance. C'était de la camaraderie. C'était de comprendre que la vie ne s'arrête pas quand vos enfants vous abandonnent. Qu'il y a d'autres chapitres, d'autres commencements. Un après-midi, en peignant dans mon cours, j'ai réalisé quelque chose. Je souriais. Vraiment souriais. Sans forcer, sans faire semblant.
C'était un sourire qui venait de l'intérieur, d'un endroit qui avait été éteint pendant longtemps. Je peignais un coucher de soleil, des couleurs orange et violette se mélangeant dans le ciel. Et j'ai réalisé que c'est comme ça que je me sentais. Comme un coucher de soleil, non pas comme une fin, mais comme une belle transition entre deux étapes. L'obscurité viendrait, mais d'abord cette lumière dorée, cette paix, ce moment. La semaine que Michael m'avait donnée est passée. Il n'y a eu aucun appel, aucun message, juste le silence. Et j'ai compris que ce silence était leur réponse, leur façon de me punir, de me faire sentir coupable. Mais ça ne fonctionnait plus. Le silence qui me terrifiait autrefois m'apportait maintenant la paix. Parce que c'était un silence sans demande, sans urgence fabriquée, sans requête déguisée en amour. C'était juste le silence. Margaret est venue me rendre visite. Elle a apporté du vin, du fromage, du pain. Nous nous sommes assis sur mon petit balcon, regardant la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à ma réponse. Vraiment réfléchi. Je me sens libre, ai-je finalement dit. Pour la première fois en 15 ans, j'ai l'impression que ma vie m'appartient. Elle a hoché la tête. Et il te manque ? J'ai pris une gorgée de vin. Ce sont les personnes que je pensais qu'ils étaient qui me manquent. L'idée que je me faisais d'eux me manque, mais le poids ne me manque pas. La douleur ne me manque pas. Le sentiment d'être utilisé ne me manque pas. Margaret a levé son verre, à la liberté. Même quand ça fait mal, nous avons trinqué. Et dans ce son cristallin, il y avait quelque chose de définitif, comme une porte qui se ferme, comme un chapitre qui se termine. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il fasse nuit, de la vie, des décisions, de la façon dont parfois aimer signifie laisser partir. Elle m'a dit qu'elle avait aussi dû fixer des limites avec ses enfants, qu'il l'avait aussi traité d'égoïste, qu'elle avait aussi douté d'elle-même. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'ai une vraie relation avec eux, a-t-elle répondu. Basée sur le respect, pas sur la commodité. Ça a pris des années, mais ça en valait la peine. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être que c'était juste le feu qui brûlait les mensonges pour que quelque chose de réel puisse grandir. Ou peut-être que c'était la fin. Et c'était bien aussi, parce que je continuerai à exister. Je continuerai à vivre. Je continuerai à être Carole. Pas maman le distributeur automatique. Pas maman la sauveuse. Juste Carole. Une femme de 72 ans qui avait enfin appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. 3 semaines après la réunion de famille, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Carole, a demandé la voix d'une femme. Jeune, nerveuse. Oui. Qui est-ce? Il y a eu une pause. C'est Sophia. Mon nom est Sophia. Je suis la fille aînée de Michael, votre petite fille. Mon cœur s'est arrêté. Sophia avait 16 ans. La dernière fois que je l'avais vue, c'était il y a 2 mois à son anniversaire, où je lui avais donné une enveloppe avec $500 qu'elle avait à peine reconnue. Sophia, ça va, ai-je demandé. Oui, mamie. J'avais besoin de te parler. Sans que mes parents le sachent. Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Elle a pris une profonde inspiration. Mamie, je sais ce qui s'est passé. J'ai entendu mes parents parler. Enfin, crier à propos de l'argent, de toi, et j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue. Que as-tu entendu exactement, ai-je demandé. Tout. Que tu as arrêté de leur donner de l'argent. Que papa est désespéré parce qu'il ne peut pas payer l'hypothèque sans ton aide. Que maman dit que tu es égoïste. Qu'il pense à vendre la maison. Et mamie, je pense que tu as raison. Je ne pouvais pas parler. Les larmes sont venues sans permission. Ma petite fille, une adolescente de 16 ans, comprenait ce que ses propres parents ne pouvaient pas voir. Pourquoi dis-tu ça, ai-je réussi à demander. Parce que je les regarde te traiter depuis des années. Chaque fois que tu viens, ils ne parlent que d'argent, de problèmes, de choses dont ils ont besoin. Ils ne demandent jamais comment tu vas.
Il ne te remercie jamais vraiment. Et j'ai remarqué, mais je ne savais pas quoi faire. Je pensais que c'était comme ça les familles. Mais maintenant, je comprends que non, que c'est mal. J'ai fermé les yeux, écoutant sa voix. Si mature, si claire. Sophia, je ne veux pas que tu aies des problèmes avec tes parents à cause de ça. Elle a ri, un rire amer. Mamie, j'ai déjà des problèmes parce que je leur ai dit qu'ils avaient tort, que tu n'étais pas la méchante. Et maman m'a puni. Elle m'a pris mon téléphone. Je t'appelle depuis le téléphone d'une amie. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Ma chérie, tu n'avais pas à faire ça. Si, je le devais, a-t-elle répondu fermement. Parce que quelqu'un doit te dire la vérité. Que tu n'es pas folle. Que tu n'es pas mauvaise. Que ce que tu as fait était courageux. Nous avons parlé pendant 1 heure. Sophia m'a dit des choses que je ne savais pas. Comment Michael et Meghan se disputaient constamment à propos de l'argent. Comment ils s'attendaient toujours à ce que je résolve tout. Comment même les enfants avaient appris que mamie était celle qui payait pour les choses. Elle m'a dit que son jeune frère, qui a 10 ans, avait dit « Si mamie ne nous donne pas d'argent, à quoi nous sert-elle » et que personne ne l'avait corrigé. Personne ne lui avait expliqué qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils donnent. On les aime pour ce qu'ils sont. Cette conversation a changé quelque chose en moi parce qu'elle a confirmé que je n'imaginais pas les choses, que la dynamique était réelle, et que même une adolescente pouvait le voir clairement. Après avoir raccroché, je suis resté dans le noir à réfléchir. Sophia m'avait fait un cadeau, le cadeau de la validation, de savoir que je n'étais pas seul dans ma perception, que quelqu'un d'autre voyait la vérité. Et cette vérité, bien que douloureuse, m'a renforcé parce que cela signifiait que ma décision n'était pas de la folie. C'était de la raison dans un système malade. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre, non pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour organiser mes pensées, pour digérer tout ce que je traversais. J'ai écrit sur l'amour, sur les limites, sur la façon dont parfois le plus grand acte d'amour est de dire non. Je l'ai mise dans une enveloppe sans adresse, juste comme un témoignage de ce moment, de cette transformation. 1 mois après ma décision, Suzanne s'est présentée seule, sans Steven, sans les enfants. Elle a sonné au milieu de la matinée. Je prenais mon petit déjeuner. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle avait perdu du poids. Elle avait l'air fatiguée. Puis-je entrer, a-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai hoché la tête. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis en silence. Elle fixait sa tasse, la tournant, sans boire. Maman, je suis venu pour parler pour de vrai. Sans Steven, sans Michael, juste moi. Je l'ai regardée, attendant. Tu avais raison, a-t-elle dit. Finalement, ses yeux se sont remplis de larmes à propos de tout. Nous avons été des sangsues, des ingrats, et le pire, c'est que nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Je l'ai laissé continuer. Elle avait besoin de le dire, de tout sortir. Steven et moi avons fait les comptes. Pour de vrai, nous avons vu combien tu nous as donné, combien de fois tu as été là, et nous avons vu combien de fois nous avons été là pour toi. Et la réponse est presque jamais. Nous ne t'avons pas appelé pour ton anniversaire l'année dernière. Nous ne sommes pas allés à l'hôpital quand tu t'es fait enlever la vésicule biliaire. Nous n'étions pas là pour le 5e anniversaire de la mort de papa. Nous ne sommes apparus que lorsque nous avions besoin de quelque chose. Elle pleurait ouvertement maintenant. Et le pire, c'est que nous avons convaincu les enfants que c'était normal, que mamie existait pour donner, pas pour recevoir. Je me suis rapproché. J'ai pris sa main. Suzanne, j'apprécie que tu vois ça. Vraiment. Mais tu comprends que je ne peux pas revenir à ce que c'était, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Je sais. Et je ne suis pas ici pour te le demander. Je suis ici pour m'excuser et pour te dire que nous allons nous en sortir. Steven a trouvé un meilleur travail. Nous allons déménager dans un appartement plus petit. Nous allons tout ajuster sans ton argent parce que c'est comme ça que ça devrait être. Ces mots étaient comme un baume. Ils ne guérissaient pas tout, mais ils guérissaient quelque chose. Et Michael? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Michael est furieux. Meghan aussi. Ils ne veulent rien admettre. Ils cherchent des prêts.
parle aux banques, te blâmant pour tout. J'ai soupiré. Je ne peux pas contrôler la façon dont ils réagissent, Suzanne. Je ne peux contrôler que mes décisions. Elle a serré ma main. Je sais. Et ta décision était la bonne. Même si ça me fait mal de l'admettre, même s'il m'a fallu un mois pour le voir, c'était juste. Nous nous sommes serrés dans les bras. Et cette étreinte était différente. Elle n'avait pas d'arrière-pensée. Elle n'avait pas de prix. C'était juste une étreinte d'une fille à une personne. Réelle, vraie, guérisseuse. Quand elle est partie, je suis resté avec un sentiment étrange. Ce n'était pas de la joie complète, mais ce n'était pas de la douleur non plus. C'était quelque part entre les deux. Un espoir prudent. La possibilité que peut-être avec le temps quelque chose de réel puisse être reconstruit. 2 jours plus tard, Arthur m'a invité à dîner, dans un petit restaurant avec vue sur l'eau. Cela faisait des années que je n'étais pas allé dans un endroit comme ça. J'économisais toujours, accumulant pour pouvoir donner aux autres. J'ai mis une robe vert émeraude que j'avais achetée et jamais portée. Je me suis coiffé. Je me suis maquillé. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas, mais que j'aimais. Une femme qui s'apprêtait pour elle-même, pas pour impressionner quelqu'un, juste parce qu'elle voulait se sentir bien. Le dîner a été merveilleux. Nous avons parlé de tout et de rien. Arthur m'a parlé de son petit-fils qui étudiait à l'étranger, de ses projets de voyage l'année prochaine, de la façon dont il avait appris à cuisiner après la mort de sa femme. Je lui ai parlé de mon cours de peinture, de mes nouveaux amis, de la façon dont je redécouvrais qui était Carole sans le poids d'être une pourvoyeuse. Nous avons beaucoup ri, et j'ai réalisé que cela faisait des mois que je n'avais pas ri comme ça, librement, sans culpabilité, sans peur que le téléphone sonne avec une nouvelle urgence. Quand nous avons fini de dîner, nous avons marché le long de la promenade. L'air sentait le sel. Les lumières de la ville scintillaient, se reflétant sur l'eau. Carole, a dit Arthur en s'arrêtant, je veux te dire quelque chose. Ces derniers mois, en apprenant à mieux te connaître, j'ai vu quelque chose de beau. J'ai vu une femme reprendre sa vie, son pouvoir, sa voix, et ce fut un privilège d'en être témoin. J'ai rougi. Merci, Arthur. Tu as été une partie importante de cela. Tu m'as écouté sans juger. Tu m'as tenu compagnie sans rien demander. Et ça a signifié plus que tu ne peux l'imaginer. Nous sommes restés là à regarder l'eau en silence, un silence confortable, complet. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. J'avais passé tant d'années à remplir les silences avec des sacrifices que j'avais oublié que les silences peuvent aussi être la paix. Que tous les espaces vides n'ont pas besoin d'être remplis. Que parfois, juste être, exister, sans donner, sans faire, sans résoudre, suffit. C'est plus que suffisant. C'est tout. 6 semaines après ma décision, j'ai reçu un email de la banque. L'objet était « Notification importante concernant l'hypothèque ». Mon cœur a battu plus vite. J'ai ouvert l'email. Il m'informait que Michael avait formellement demandé mon retrait en tant que co-signataire, que le processus était en cours, que dans 30 jours mon nom ne serait plus lié à cette dette. J'ai lu l'email 3 fois, puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai souri, non pas avec une joie malicieuse, mais avec un profond soulagement parce que cela signifiait qu'il prenait ses responsabilités, qu'il trouvait des solutions, que finalement, après si longtemps, il était un adulte. Le même après-midi, j'ai appelé mon comptable. J'ai besoin de revoir ma situation financière complète, lui ai-je dit. Nous avons pris rendez-vous pour la semaine suivante. Quand je suis arrivé à son bureau, j'ai apporté tous mes relevés. Il a tout examiné attentivement. Après 1 heure, il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Carole, savez-vous combien d'argent vous avez récupéré ces 2 derniers mois? J'ai secoué la tête. 12 000 $. 12 000 $ qui sortaient automatiquement et qui restent maintenant avec vous. Il m'a montré les chiffres, les projections. Si vous continuez comme ça, dans 5 ans, vous aurez récupéré une partie importante de ce que vous avez donné, et vous aurez une retraite décente. J'ai quitté ce bureau avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la sécurité financière. Je n'étais pas riche, mais je ne me vidais plus pour soutenir la vie des autres non plus. J'étais stable, autonome, libre. Cette nuit-là, j'ai calculé combien d'années chaque décision m'avait coûté. Les 40 000 pour la compte, 2 ans de travail,
les 72 000 pour l'hypothèque, 4 ans, les virements mensuels, 6 ans. Au total, j'avais donné près de 12 ans de ma vie de travail. 12 ans que je ne retrouverai jamais. Mais au moins maintenant, ils arrêteraient de se multiplier. Un matin, en buvant un café sur le balcon, mon téléphone a sonné. C'était de nouveau Sophia. « Mamie, puis-je venir te voir aujourd'hui après l'école ?»« Bien sûr que tu peux, » lui ai-je dit. À 16 heures, elle est arrivée avec son sac à dos, avec ses yeux brillants. Elle est entrée et m'a serré fort dans ses bras. « Tu m'as manqué » a-t-elle murmuré. Et j'ai senti quelque chose fondre à l'intérieur. Parce que ce câlin ne demandait rien. Il ne faisait que donner. J'ai fait du chocolat chaud. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle m'a parlé de l'école, de ses amis, d'un garçon qu'elle aimait, des choses normales, des choses d'adolescente, des choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou les problèmes. « Mamie, » a-t-elle dit après un moment, « je veux que tu saches quelque chose. Papa et maman sont toujours fâchés contre toi, mais pas moi. Je comprends pourquoi tu l'as fait, et je pense que c'était courageux. » J'ai caressé ses cheveux. « Sophia, un jour tu devras aussi fixer des limites, dans ta vie, avec les gens que tu aimes. Et ça va faire mal, mais ce sera nécessaire. Et je veux que tu te souviennes de ce moment. Que tu te souviennes qu'il est acceptable de dire non. Qu'il est acceptable de se protéger. Qu'il est acceptable d'exister pour soi-même. » Elle a hoché la tête. Ses yeux étaient humides. « Je m'en souviendrai. Je le promets. » Avant de partir, elle a sorti quelque chose de son sac à dos. « Une enveloppe, tiens, » a-t-elle dit en la mettant dans mes mains. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a souri timidement. « Ce sont les 500 $ que tu m'as donnés pour mon anniversaire. Je les ai économisés. Je ne les ai pas dépensés parce que quand tu me les as donnés, je ne t'ai même pas remercié correctement. J'étais tellement habitué à recevoir de toi que je voyais ça comme normal. Mais maintenant, je comprends que rien de ce que tu nous as donné n'était normal. C'était du sacrifice. C'était de l'amour. Et je ne l'ai pas apprécié. Alors, je te les rends. Non pas parce que je n'en ai pas besoin, mais parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends, que je le vois, que je t'apprécie. » Mes larmes coulaient de manière incontrôlable. J'ai essayé de lui rendre. « Non, ma chérie. Cet argent est à toi. C'était un cadeau. » Elle a secoué la tête. « Mamie, le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait n'était pas de l'argent. C'est cette leçon. C'est de te voir être forte. C'est de m'apprendre que le véritable amour a des limites, et ça, c'est inestimable. S'il te plaît, garde-le ou utilise-le pour toi, pour quelque chose qui te rend heureuse parce que tu le mérites. » Je l'ai serré dans mes bras, en pleurant. Ma petite fille, ma petite Sophia, elle avait compris en 16 ans, ce que ses parents n'avaient pas pu comprendre en 40. Elle avait appris la leçon qu'il m'a fallu 72 ans pour apprendre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, mais non pas d'angoisse, mais de quelque chose de proche de la plénitude, parce que Sophia m'avait donné de l'espoir. L'espoir que cette douleur, cette coupure, cette rupture n'avait pas été vaine. Elle avait planté une graine dans la génération suivante. Une graine de dignité, de limite, d'estime de soi. Et cette graine allait grandir. Peut-être pas chez Michael, peut-être pas chez Meghan, mais chez Sophia. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. 2 mois et demi après ma décision, Margaret a organisé un dîner chez elle. Elle a invité ses amis et elle m'a invité. Je suis arrivé avec du vin et des fleurs. La maison était pleine de rires de femmes de mon âge, certaines plus âgées, d'autres un peu plus jeunes, toutes avec des histoires, toutes avec des cicatrices, toutes avec une sagesse durement acquise. Pendant le dîner, quelqu'un a demandé « Et toi, Carole, comment vas-tu » Et pour la première fois de ma vie, j'ai répondu avec une honnêteté totale. Je leur ai tout raconté. Sans filtre, sans honte, sans peur du jugement. Quand j'ai eu fini, le silence a été bref. Puis, une par une, elles ont commencé à parler. Teresa a raconté comment son fils l'avait escroqué, comment il avait pris ses économies, promettant une entreprise qui n'a jamais existé. Rose a parlé de sa fille qui n'appelait que pour lui demander de garder les petits-enfants, qui la traitait comme une nounou gratuite, qui se mettait en colère si elle avait ses propres projets.
Carmen a partagé comment ses enfants avaient vendu sa maison sans la consulter, lui disant que c'était pour son bien et gardant l'argent. Chaque histoire était un miroir. Chaque témoignage était une validation. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas la seule. Je n'étais pas un monstre pour avoir fixé des limites. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les femmes de ma génération, les mères, les grands-mères. Nous avons été entraînés à donner jusqu'à disparaître. À nous sacrifier jusqu'à être effacés, à n'exister qu'en relation avec les autres. Et quand nous réclamons enfin un espace pour nous-mêmes, quand nous disons enfin assez, le monde nous traite d'égoïstes, nous punit, nous abandonne. Mais la vérité est différente. La vérité est que nous avons été exploités sous le couvert de l'amour. Et se réveiller de cette exploitation, même si ça fait mal, même si ça nous coûte, est l'acte le plus révolutionnaire que nous puissions commettre. À la fin de la soirée, Margaret a levé son verre. Aux femmes qui ont appris à dire non. Aux mères qui ont repris leur vie. Aux grands-mères qui ont cessé d'être des distributeurs automatiques et sont redevenus des personnes. À nous, à Carole, à nous toutes. Nous avons trinqué. Et dans ce bruit de verre qui s'entrechoque, il y avait quelque chose de sacré, de puissant. La sororité des femmes qui ont refusé de rester des martyrs, qui ont choisi de vivre au lieu de simplement servir, qui ont compris qu'on ne peut pas donner d'un puits vide. J'ai quitté cette maison en ressentant quelque chose de nouveau, la communauté, l'appartenance. Non pas avec ma famille de sang, mais avec ma famille choisie, avec ces femmes qui me comprenaient sans explication, qui me soutenaient sans condition, qui célébraient mon courage au lieu de le punir. Et j'ai réalisé que j'avais gagné plus que ce que j'avais perdu. J'avais perdu des enfants qui m'utilisaient. Mais j'avais gagné des amis qui me voyaient. J'avais perdu l'illusion d'une famille parfaite. Mais j'avais gagné la réalité d'une vie authentique. Et cette réalité, bien qu'imparfaite, était à moi, entièrement à moi. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai sorti mon journal, un nouveau que j'avais acheté la semaine précédente. Marron avec des pages blanches attendant d'être remplies. J'ai écrit sur la première page. Aujourd'hui, je commence ma vraie vie. Non pas la vie que les autres ont conçue pour moi. Non pas la vie de service et de disparition, mais ma vie. La vie de Carole. Une femme de 72 ans qui a enfin appris qu'exister suffit. Que je n'ai pas à gagner ma place dans le monde en donnant des morceaux de moi-même. Que je peux juste être et exister et vivre sans m'excuser, sans donner d'explications, sans porter les mondes des autres sur mon dos. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Et pour la première fois depuis des décennies, je suis excité par ce qui va suivre. 3 mois après ma décision, je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait par la fenêtre. C'était samedi. Avant, les samedis signifiaient des appels, des demandes, des urgences fabriquées. Maintenant, ils signifiaient le silence, la paix, du temps pour moi. Je me suis levé lentement. Sans hâte. J'ai fait du café, du pain grillé. Je me suis assise sur le balcon et j'ai respiré profondément, pleinement, librement. L'air avait un goût différent. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé, qui avais appris à savourer ma vie au lieu de simplement y survivre. Mon téléphone a vibré. Un message de Suzanne. Maman, les enfants demandent de tes nouvelles. Pouvons-nous te rendre visite demain? Pas d'agenda, juste pour te voir. J'ai lu le message 3 fois, cherchant le piège, l'hameçon caché, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai répondu, demain, c'est bien. À 15 heures, elle a répondu avec un emoji cœur. Simple, sans mots. Et cela, d'une certaine manière, en disait plus que 1000 excuses parce que j'avais appris que parfois, le véritable amour est silencieux. Il ne crie pas. Il n'exige pas. Il se présente simplement de manière constante, respectueuse, avec une présence réelle. Le lendemain, Suzanne est arrivée avec ses enfants. Steven n'est pas venu et c'était bien. Tout le monde n'a pas à être prêt en même temps. Les enfants m'ont serré fort dans leurs bras. Nous avons parlé. Je leur ai fait des biscuits comme avant, mais différemment. Parce que maintenant, je décidais quand, comment, sans obligation, sans culpabilité. Suzanne m'a aidé à faire la vaisselle. Maman, a-t-elle dit en séchant une tasse, je sais que la route est longue, que je ne peux pas effacer 15 ans avec quelques visites, mais je veux que tu saches que j'essaie, que j'apprends,
que je veux une vraie relation avec toi, non pas basée sur la commodité, mais sur un amour réel. J'ai pris sa main mouillée de savon. Suzanne, le fait que tu le vois, c'est déjà suffisant. Le fait que tu sois là sans rien demander signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Elle a souri avec des larmes dans les yeux. Et ce moment, cet instant de connexion réelle, valait plus que tous les dollars que j'avais donnés parce qu'il était authentique. Il était pur. C'était le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de sain, de quelque chose qui, peut-être, avec le temps, pourrait à nouveau s'appeler famille. Cette semaine-là, j'ai aussi reçu un appel inattendu de Michael. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé sonner. J'ai respiré. J'ai décidé et finalement j'ai décroché. Salut, maman, a dit sa voix, fatiguée, différente. Bonjour, Michael. Il y a eu un long silence gêné. Maman, je dois te dire quelque chose. Et ce n'est pas facile. J'ai attendu sans le pousser, sans l'aider. Tu avais raison sur tout. Megan et moi, nous avons commencé une thérapie. Et le thérapeute nous a fait voir des choses. Des choses que nous ne voulions pas voir sur la façon dont nous t'avons traité, sur notre dépendance, sur tout. Sa voix s'est brisée. Je ne demande pas pardon parce que je sais que les mots ne suffisent pas, mais je veux que tu saches que je travaille sur moi-même, que nous avons vendu la maison, que nous avons déménagé dans quelque chose de plus petit, que nous vivons de ce que nous gagnons. Et c'est dur. Vraiment dur. Mais c'est juste. Et je le sais parce que pour la première fois depuis des années, je peux dormir sans cette pression dans la poitrine. Sans cette voix qui me disait que j'étais un échec qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille sans sa maman. Mes larmes coulaient silencieusement. Michael, je suis contente que tu fasses ce travail. Vraiment. Il a pris une profonde inspiration. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? J'ai réfléchi à ma réponse. Vraiment réfléchi, Michael. Je ne sais pas si pardonner est le mot juste parce que cela impliquerait qu'il y a eu un crime et peut-être que ce n'était pas un crime. C'était de l'ignorance. C'était du confort. C'était de suivre un modèle sans le remettre en question. Ce que je peux te dire, c'est que je ne garde pas de rancune. Que je veux que tu ailles bien, que je t'admire de chercher de l'aide. Et que peut-être, avec le temps, nous pourrons construire quelque chose de nouveau, de différent, de plus sain. Il a sangloté. Merci, maman. C'est plus que ce que je mérite. Nous avons raccroché et je suis resté avec le téléphone à la main, ressentant quelque chose d'étrange. Non pas de la joie complète, mais pas de la douleur non plus. C'était un espoir réaliste, l'acceptation que les relations brisées peuvent guérir, mais qu'elles ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. Elles deviennent autre chose, et c'est bien. 4 mois après ma décision, Arthur m'a invité en voyage. Rien de fou, a-t-il dit en riant. Juste une semaine à la plage. 2 vieux profitant du soleil et de la mer. J'ai accepté sans hésiter. Je n'étais pas allé à la plage depuis 20 ans. Il y avait toujours une raison de ne pas y aller. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de moi. Il y avait toujours quelque chose de plus important que moi. Mais plus maintenant. Maintenant, j'étais la priorité. Nous avons fait nos valises. Nous avons pris le bus. Et pendant cette semaine, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Je pouvais encore être heureuse. Je pouvais rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Je pouvais marcher sur le sable, sentant l'eau sur mes pieds. Je pouvais regarder le coucher de soleil sans penser aux problèmes des autres. Je pouvais juste exister, vivre, être. Un soir, assise sur la terrasse de l'hôtel avec Arthur. J'ai regardé les étoiles. À quoi penses-tu, a-t-il demandé. Que j'ai passé 72 ans à croire que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner, dans ce que je pouvais faire pour les autres. Et il s'avère que ma valeur a toujours été simplement d'être moi, d'exister, de respirer, de prendre de la place sans m'excuser. Arthur a hoché la tête. Nous devrions tous apprendre ça plus tôt. Mais peut-être qu'arriver à cet âge avec cette leçon est le vrai cadeau, le prix pour avoir survécu. Nous avons trinqué avec du vin d'hôtel bon marché. Et ce toast était sacré. C'était une célébration de la vie, des secondes chances, des débuts tardifs qui arrivent juste à temps. Quand je suis revenu du voyage, ma maison semblait différente.
Ce n'était plus un refuge d'épuisement. C'était un foyer de paix. J'ai mis les photos du voyage sur le réfrigérateur. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai mis de la musique et j'ai dansé seul dans mon salon sans témoin, sans jugement, juste moi et mon corps de 72 ans bougeant avec liberté, avec joie, avec vie. Parce que j'avais enfin compris que la vie, ce n'est pas d'arriver à la fin en ayant tout donné. C'est d'y arriver en ayant tout vécu. Et moi, après tant d'années de sommeil, je m'étais enfin réveillé. Sophia a continué à me rendre visite chaque semaine. Parfois, elle apportait ses devoirs, d'autres fois, elle voulait juste parler. Elle est devenue ma connexion avec l'avenir, mon espoir que les choses peuvent changer, que la prochaine génération peut apprendre de nos erreurs. Un jour, elle m'a dit, « Mamie, quand je serai grande, je veux être comme toi. Forte, courageuse, quelqu'un qui se respecte. » Je l'ai serrée dans mes bras, en pleurant. « Ma chérie, tu es déjà toutes ces choses. Souviens-toi juste de ne jamais l'oublier. Ne laisse jamais personne te convaincre qu'exister pour soi-même est égoïste. C'est de la survie. C'est de l'amour-propre. C'est la vie. » 6 mois après ce message, après ce pouce vert, après cette exclusion qui est devenue une libération, je me suis assise pour écrire. Non pas pour eux, mais pour moi, pour documenter ce voyage, cette transformation, cette mort et cette renaissance, j'ai écrit. Ils m'ont traité d'égoïste de vouloir vivre. Ils m'ont traité de cruel de fixer des limites. Ils m'ont puni par le silence d'oser exister. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leur punition était mon cadeau. Leur absence était ma paix. Leur rejet était ma liberté. J'ai écrit sur le pouce vert. Sur la façon dont un emoji peut contenir tant de poison mais peut aussi être le catalyseur de votre réveil. J'ai écrit sur les 243 000 $. Sur la façon dont j'ai acheté mon propre esclavage avec l'excuse de l'amour. J'ai écrit sur Sophia, sur Suzanne, sur Michael. Sur les secondes chances que tout le monde ne saisit pas mais que certains le font. J'ai écrit sur Arthur, sur Margaret, sur les femmes qui m'ont soutenu quand ma famille m'a laissé tomber. Sur la façon dont la famille de sang est assignée mais la famille choisie se mérite. Et j'ai écrit sur moi. Sur Carole, une femme qui a mis 72 ans pour apprendre qu'elle n'avait pas à gagner le droit d'exister, que sa vie lui appartenait, qu'elle pouvait dire non sans explication, qu'elle pouvait vivre sans porter les mondes des autres. Qu'elle pouvait juste être. Et que ce simple acte d'être était révolutionnaire. C'était puissant. C'était suffisant. J'ai fermé le carnet. Je l'ai rangé. Et je suis sorti sur le balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et violet, comme ma peinture du cours, comme ma vie maintenant. Un beau coucher de soleil entre deux étapes. Je n'avais plus peur de la nuit à venir parce que j'avais appris qu'après chaque nuit vient une aube et j'avais fait mon aube après des années d'obscurité. J'avais enfin fait mon aube. J'ai pris une profonde inspiration. L'air entrant dans mes poumons était pur et j'ai souri, non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'étais enfin en paix avec l'imperfection, parce que j'avais appris la leçon la plus importante. On ne peut pas donner d'un puits vide. Et moi, après tant d'années à être à sec, je me remplissais enfin. Goutte à goutte, décision par décision, limite par limite, je me remplissais. Et cette fois, l'eau était juste pour moi.